En tant qu'individus s'intéressant profondément à l'Antiquité, nous sommes convaincus que vous êtes aussi captivés par d'extraordinaires découvertes que nous le sommes. Après tout, quelle autre raison vous aurait conduit ici? Notre vocation est de vous présenter des récits captivants relatant d'incroyables trouvailles provenant de contrées lointaines et d'époques révolues, et cette vidéo ne fait pas exception. Dès lors, sans plus tarder, plongeons dans ces histoires sans perdre une seconde. La mise à l'eau du Vasa fut un moment de fierté pour le roi Gustave Adolphe de Suède en août 1628. C'était le nouveau vaisseau amiral de sa flotte de guerre, et on espérait qu'il aurait un grand impact dans la guerre en cours du roi contre la Pologne et la Lituanie. Son orgueil, cependant, fut de courte durée. Lors de son premier voyage hors de Stockholm, le navire surchargé a coulé au fond de la mer en 20 minutes après avoir quitté le port. Ce fut une terrible humiliation pour le roi, car une grande foule s'était réunie pour dire au revoir au navire, et tous ont assisté à la catastrophe. Le navire fut retrouvé et remonté en 1961, puis transporté dans un musée où d'autres études ont suggéré que le naufrage était probablement la faute du roi. Il avait commandé la fabrication de 64 canons de bronze pour son extravagant projet, ce qui a rendu le pont d'armes excessivement lourd. De plus, il a précipité les constructeurs, entraînant des raccourcis et des décisions mal pensées. De nombreuses années plus tard, il s'est avéré être un véritable trésor pour les archéologues. Plus de 95% du navire a survécu à sa longue immersion sous les vagues, et c'est actuellement le seul navire du XVIIe siècle entièrement conservé au monde. Une découverte inhabituelle effectuée par des archéologues dans un palais des monarques Silla à Gyeongsu, en Corée, en 2017. L'équipe de l'Institut national de recherche sur le patrimoine culturel de Gyeongsu a exhumé les vestiges d'une toilette du 8e siècle, confectionnée à partir de granit coûteux, avec une ouverture ovale au sol, des pierres rectangulaires de chaque côté, ainsi qu'un écoulement où les déchets étaient emportés. Une grande partie de notre analyse architecturale et de l'ingénierie des systèmes de gestion des déchets en Corée au 8e siècle provient exclusivement de ce site, car une grande partie des toilettes et de la structure d'évacuation a survécu. Ce n'était pas le premier ancien toilette découvert en Corée du Sud, mais c'était la première fois qu'une structure de salle de bain, toilettes et système de drainage était trouvée dans un site antique. Les archéologues ont immédiatement théorisé qu'il était destiné à l'usage des membres de la famille royale de Silla et ont par la suite trouvé des restes organiques qui ont fourni de nouvelles perceptions sur le régime alimentaire et la santé de la caste suprême de la société de Silla. Ce n'est pas précisément ce qu'on pourrait qualifier d'archéologie glamour, mais quelqu'un doit bien faire le travail ingrat. En avril 2023, des archéologues de l'unité archéologique de Cornouailles ont conduit des fouilles en préparation pour un projet de développement résidentiel à Newquay, en Angleterre. Ce qu'ils ont trouvé a été un trésor historique, incluant 3 maisons rondes de l'âge du bronze et un établissement de l'époque romaine. La maison romaine était particulièrement intéressante, car elle ressemblait à des bâtiments trouvés à Tritergy près de Saint-Austell dans les années 70 et est d'un type unique pour la Cornouaille. D'un autre côté, les bâtiments agricoles rectangulaires étaient assez courants à travers la Grande-Bretagne romaine, mais c'est la première fois qu'ils sont découverts en Cornouailles. Selon Sean Taylor, archéologue senior à l'unité archéologique de Cornouailles, la découverte d'un cluster de maisons rondes dans une si petite région est encore une découverte rare. Les fouilles ont également révélé de la céramique Trevisker Ware de l'âge du bronze, un style régional distinct de céramique qui a pris naissance en Cornouailles et qui a continué à être produit pendant presque un millénaire. Il est fascinant d'imaginer à quoi ressemblait la vie dans cette région depuis l'époque néolithique et comment l'estuaire a sans aucun doute constitué un lien important avec le monde extérieur tout au long de la préhistoire. En termes simples, il y a plus de 6000 ans d'histoire à cet endroit. Les grottes de Valaran sont un merveilleux labyrinthe, comportant entre 200 et 300 grottes qui servaient autrefois de greniers. Perchées haut au-dessus d'un canyon en Espagne, ces grottes s'étendent sur 8 niveaux et sont reliées par des passages et des marches. Les chroniques historiques préservées de l'époque de la conquête espagnole dépeignent ces grottes comme flanquées de tours imposantes et parsemées de chambres circulaires et rectangulaires.
creusées à la main à l'aide d'os d'animaux et de pierres comme outils. Les grottes originelles ont été formées par une éruption volcanique et ont durci au fil des siècles, offrant un emplacement idéal pour stocker les grains et les aliments pour les animaux. Bien que ces greniers aient été principalement utilisés pour stocker des aliments pour animaux et des grains battus, il est rapporté que certaines des plus grandes chambres auraient pu servir de refuge pour les jeunes femmes en attente de mariage. Des fouilles sur place ont révélé des os humains et des cendres, ainsi que de la céramique et d'autres artefacts de la vie de l'époque, mais il n'est pas clair s'ils appartenaient à ceux qui étaient chargés de garder le grenier ou à ceux qui y étaient hébergés. Les grottes de Valaran sont protégées par décret royal et ont été désignées comme site du patrimoine en 1978. Un lieu qui, éventuellement, ne reçoit pas autant d'attention des archéologues et des historiens qu'il le devrait, est le plateau Anet au Tchad, une région montagneuse qui abrite une impressionnante collection d'art rupestre datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. Parmi ces anciens trésors, un ensemble de figures humaines grandeur nature se distingue par leur qualité et leur unicité. Gravées dans de grands rochers verticaux à un endroit appelé Neola Doa, elles suivent un modèle très régulier et sont ornées de motifs géométriques complexes. Cependant, ce qui les distingue est la largeur anormale de leurs fesses et de leurs cuisses, interprétée comme étant la stéatopygie. Pour ceux qui ne sont pas médecins, la stéatopygie est définie comme l'état d'avoir un excès de tissu dans ces régions du corps. En raison de leur particularité, il n'est pas étonnant que ces gravures soient devenues célèbres. On pense qu'elles représentent des scènes rituelles, peut-être incluant danse ou chant. Observez de plus près et vous verrez des motifs géométriques sur leurs oreilles et leurs têtes, qui pourraient correspondre à des coiffures ou à d'autres formes d'ornementation corporelle. Bien qu'elles aient été découvertes il y a de nombreuses années, les études sur ces gravures continuent, car il y a encore beaucoup à apprendre d'elles. Découvrir des antiquités peut parfois sembler aussi simple qu'un jeu d'enfant, comme l'ont découvert un groupe d'élèves de l'école primaire Rizal sur l'île de Takao aux Philippines, qui ont découvert 2 tablettes de calcaire contenant des caractères de Baybayin il y a quelques années. Actuellement connues sous le nom de pierre de Montréal ou pierre de Takao, ces intrigants artefacts, maintenant conservés au Musée national des Philippines, ont suscité un grand débat sur leur datation et leur authenticité. Une première analyse a suggéré qu'ils ne pouvaient pas avoir été faits avant le XVIIe siècle, en raison de l'utilisation de la lettre Baybayin Vauda, introduite par les frères espagnols en 1621. Cependant, certains experts insistent sur le fait qu'ils sont bien plus anciens. La plus grande pierre, pesant environ 30 kg et mesurant environ 11 cm d'épaisseur, 54 cm de long et 44 cm de large, est une tablette irrégulière de calcaire. La pierre plus petite est ovale, avec une épaisseur de 6 cm, une longueur de 20 cm et une largeur de 18 cm. Le Musée national a organisé une conférence spéciale sur Baybayin le 13 décembre 2013 pour présenter les pierres de Montréal au public, restant comme un fascinant ensemble d'artefacts pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la région. Salihundam est un joyau caché dans le sud de l'État indien d'Andhra Pradesh. Perché au sommet d'une colline sur la rive sud de la rivière Vamsahadra, il s'agit d'un monument bouddhiste d'importance historique et d'une attraction touristique majeure. Réputé pour son cadre pittoresque, il se trouve à seulement quelques kilomètres de Kalingapatnam et Singapuram. Le village était autrefois connu sous le nom de Salipetika, qui signifie « emporium du riz » en Telugu. Le site, découvert en 1919 par Jirugu Venkata Ramamurti, présente plusieurs stupas bouddhistes et un grand complexe monastique connu sous le nom de Salihundram Shaita Gruja. Au cours des fouilles menées par les autorités de l'État, 4 stupas, des reliquaires et des sanctuaires architecturaux ont été découverts, ainsi que des sculptures des divinités bouddhistes Marichi et Tara. Les vestiges ont été construits entre le 2e et le 3e siècle et reflètent les différentes ères du bouddhisme, Mahayana, Theravada et Vajrayana. Le site témoigne de la florissante communauté bouddhiste dans la région au 2e et 3e siècle, ainsi que de la diffusion du bouddhisme de l'Inde vers Sumatra et d'autres pays de l'Extrême-Orient. Venez visiter Salihundam pour explorer ce lieu bouddhiste historique
et apprécier la beauté singulière du paysage environnant. Dans la province de Chucuito, au Pérou, s'élève ce que l'on appelle le Temple de la fertilité, un complexe enchâssé dans des murs et orné de rangées de phallus en pierre. La symbolique du lieu est, pour ainsi dire, on ne peut plus explicite. Bien que le Temple de la fertilité soit l'objet d'études archéologiques et anthropologiques depuis plus d'un demi-siècle depuis sa découverte, l'usage originel du site, une ancienne clinique de fertilité ou un canular moderne perpétré pour duper les touristes, fait encore l'objet de débats. Les chercheurs ont découvert que les pierres avaient été disposées dans cet ordre plus récemment qu'elles n'avaient été extraites et sculptées, et que bon nombre d'entre elles n'étaient pas initialement dressées, suggérant une participation opportuniste et quelque peu perverse à la création du temple. Cependant, les guides touristiques locaux insistent sur le fait que le temple était fréquenté par des femmes cherchant à concevoir. Selon la légende, les femmes montaient sur des pierres en forme de champignons, nous parlons bien de pierres, et étaient aspergées de chicha, une bière traditionnelle péruvienne à base de maïs qui, selon la croyance, les aidait à concevoir. Avec 86 phallus en pierre, certains atteignant 1,5 mètre de hauteur, il n'est guère surprenant que le temple soit parfois considéré comme une parodie, plutôt que comme un authentique temple antique. D'un autre côté, peut-être sommes-nous plus prudes que nos ancêtres. Il est étonnant de voir ce que l'on peut trouver en nettoyant un vieux placard. En 2014, une boîte remplie d'artefacts antiques de la cité sumérienne d'Ur a été découverte dans un placard de l'université de Bristol. Les objets faisaient partie de l'excavation de la cité menée par l'archéologue Sir Leonard Woolley, parrainé conjointement par le Musée britannique et le Musée de l'Université de Pennsylvanie dans les années 1920 et 1930. La boîte contenait de la céramique, des anneaux de pommes carbonisés, des graines et des os d'animaux, les objets les plus anciens datant de 4500 ans. Des fiches d'index à l'intérieur de la boîte cataloguaient l'emplacement où les objets ont été trouvés, accompagnés de numéros d'identification uniques. Bien que les matériaux aient été précédemment décrits dans des revues, les archéologues ne collectaient pas toujours les objets organiques à l'époque, donc les artefacts étaient considérés comme perdus. Depuis, les matériaux ont été remis au British Museum pour évaluation et préservation. Il n'est pas clair comment les matériaux sont arrivés à l'université de Bristol, qui n'était pas impliquée dans l'excavation originale. À l'époque de la découverte, l'université a demandé l'aide du public pour résoudre le mystère. Malheureusement, ils n'ont jamais obtenu les réponses qu'ils cherchaient. Les temples bouddhistes de Guntupalli sont un site historique important situé à proximité de Jilakuragunum, en Inde. Parfois appelées les grottes de Guntupalli, les ruines de nombreuses structures bouddhistes découvertes en Andhra Pradesh témoignent de la place unique qu'Andhra occupe dans l'histoire du bouddhisme. Les temples bouddhistes de Guntupalli, qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ, sont des sanctuaires importants de cette période. Le Shaya est l'une des structures les plus anciennes, datant des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ. Le sommet de la grotte est orné d'arcs sculptés et rappelle les grottes de Sudama et Lamachiri au Bihar. 16 grottes ont été creusées à flanc de collines en grès et servaient de résidence aux moines bouddhistes. Les grottes sont reliées par des fenêtres arrondies et des canaux permettent à l'eau de pluie de s'écouler vers les fissures au sommet de la colline. Environ 60 stupas saillantes de différentes formes, principalement rondes, ont été construites sur des piédestaux en pierre ou en briques. Le pavillon en ruine, autrefois lieu de rassemblement pour les moines bouddhistes, présente 4 colonnes brisées. Récemment, une inscription de Brahmalopi, datant de l'époque du Christ, a été découverte dans ce complexe de grottes, énumérant les noms des donateurs qui ont financé les travaux à réaliser. Au cours d'une plongée dans les profondeurs du Mar Nostrum à proximité des côtes d'Israël, Gideon Harris a fait une découverte prodigieuse que nul n'aurait pu anticiper. Cette virée, à première vue anodine, allait mener à une révélation stupéfiante, les vestiges d'un navire romain et de son admirable cargaison perdue. Pendant qu'il nageait, Harris repéra d'étranges morceaux de roches lisses reposant sur le lit sablonneux de la mer, chacun semblant avoir été sculpté avec une précision méticuleuse par des mains humaines. Après avoir signalé ces observations à l'autorité des Antiquités d'Israël,
Une mission sous-marine fut lancée pour examiner plus minutieusement ces objets énigmatiques. Ce qu'ils découvrirent fut une imposante collection de colonnes de marbre datant d'environ 1800 ans, vraisemblablement issues d'un navire de fret romain englouti par une tempête dévastatrice. Grâce au rapport précis de Harris, l'autorité des Antiquités d'Israël a pu explorer les débris du navire romain et ses trésors enfouis. Munie de la localisation exacte du navire, l'institution a entamé des études archéologiques préliminaires, ouvrant la voie à une analyse approfondie et détaillée. Les artefacts submergés furent localisés à proximité de la plage de Yanaï, au nord de la célèbre destination touristique de Netanya, au cœur d'Israël. C'est par un heureux concours de circonstances que le plongeur Gideon Harris se trouvait à l'endroit idéal pour repérer les colonnes de marbre, qui représentent désormais la plus ancienne cargaison sous-marine jamais découverte dans l'est de la Méditerranée. La découverte de ce navire romain et les éclairages qui en ont découlé n'auraient pas été possibles sans l'alerte donnée par Gideon Harris sur ses observations. En reconnaissance de son rôle déterminant, l'autorité des Antiquités d'Israël lui a décerné un certificat de reconnaissance. En 1904, la mise au jour du grand trésor doré de Timber Home, le plus grand trésor d'or préhistorique jamais découvert en Scandinavie à cette époque, a fait les gros titres. Ce trésor, déniché aux alentours de Skov en Suède, pèse au total 6 kg 800. Il est constitué de 2 barres et de 26 spirales d'or massif regroupées en chaînes irrégulières, avec 10 et 16 anneaux respectivement. Ce trésor remonte à l'ère de la Grande Migration, qui a eu lieu pendant l'âge du fer scandinave entre 375 et 550, lorsque diverses tribus se sont déplacées à travers le continent européen. Il se pourrait donc qu'il ait été réalisé par des tribus germaniques, slaves, bulgares ou hongroises, toutes ayant eu une influence majeure sur l'évolution historique de l'Europe de l'Est. On ne possède pas beaucoup d'informations spécifiques sur le grand trésor doré de Timber Home, car ceux qui l'ont trouvé n'ont pas tenu de registre détaillé, mais il a été établi que toutes les parties du trésor ont une teneur en or oscillant entre 23 et 24 carats. Il est supposé que les anneaux et les lingots pourraient être le produit final du recyclage de l'or antique, les monnaies romaines étant fréquemment fondues et recyclées à cette époque. La basilique de Porta Maggiore, un édifice religieux souterrain mis au jour à Rome en l'an 1917, près de la Porta Maggiore, est intimement liée au mouvement néo-pythagoricien, une philosophie mystique hellénistique s'appuyant sur les œuvres de Pythagore et Platon. Ce lieu était dédié à l'adoration et à la prédication des néo-pythagoriciens, qui prônaient l'esthétisme. C'est le seul site historique en rapport avec ce mouvement, remontant au 1er siècle avant notre ère. Cette basilique, située 12 mètres sous le niveau de la rue, fut érigée par la famille Statelius et présente 3 nefs alignées par 6 piliers de pierre et une abside. Les nefs sont ornées de stucs figurant des centaures, des griffons, des soldats et des héros classiques tels que Paris, Orphée et Héraclès. Tito Datilius Taurus, à la tête de la famille Statelius qui a bâti la basilique, a été accusé par le Sénat de succomber à des superstitions magiques, protestation à laquelle il a répondu en proclamant son innocence avant de mettre fin à ses jours en l'an 53. L'édifice a été ouvert à de petits groupes de visiteurs en avril 2015, après plusieurs années de restauration, incluant l'encapsulation de l'ensemble de la basilique dans une coquille de béton et l'installation de purificateurs d'air pour contrer le radon. Ce fut un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas d'apprécier la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Jusqu'à notre prochaine vidéo, portez-vous bien.